France Maghreb 2. Bonjour mes amis, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est parti pour votre LGF, le grand forum en ce vendredi. Nous sommes aujourd'hui le 21 septembre, j'espère que vous allez bien. Ça s'est bien rafraîchi pour le coup. Et puis on vous souhaite la bienvenue évidemment jusque 18h. Et comme chaque vendredi, désormais c'est la récap. On va se refaire l'actualité bien chargée. On va parler de Zemmour, de Benalla. On va parler aussi un peu de Syrie. Bref, restez bien là puisque c'est là que ça se passe avec nos habitués, j'ai envie de dire, du vendredi qui sont avec nous aujourd'hui au nombre de 3. Pour l'instant, 2 sur 3 sont là et ça déroge un petit peu à la règle, mais c'est la femme qui est en retard aujourd'hui. Anissa Rigui et qui sera avec nous dans un instant. En l'occurrence, Enver de Santos et de la partie. Salut Enver. Bonjour à tous. Et Tarek Mami aussi qui est avec nous aujourd'hui. Et mon petit doigt me dit que Anissa est dans les parages. Donc c'est très bien, tout le monde arrive à l'heure. Formidable pour la récap du vendredi. Jusque 18h, soyez les bienvenus. Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je rappelle juste que Christophe, lui, est là à partir de 14h. Ou vers midi même le matin, et donc forcément quand il arrive à midi pour bosser tranquillement et tout ça, il ne peut jamais être en retard à 16h. Ah bah non. Non mais sinon il y aurait pas d'émission. Parce que les circonstances. Il y a Nissa qui rentre. Voilà. Non mais il vient de vous flinguer, donc je viens de lui faire l'appareil parce que j'ai rappelé aux auditeurs que Christophe arrive tous les jours vers midi pour préparer son émission, et quand on arrive à midi, on peut pas être en retard à 16h. C'est sûr. En même temps, si j'arrive à 16h pour l'émission à 16h, non mais non, votre émission elle est pas à 16h, vous arrivez à midi pour la préparer. Oui, voilà. C'est pas la même chose. Donc faudra dire que là, que Anissa ou Monsieur Mami ou X ou Y sont pas venus pour préparer l'émission. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Moi, mes émissions, je les prépare pas sur place au studio. Ils sont déjà préparés quand j'arrive. Formidable. Bonjour Madame Rigui. Bonjour Christophe, bonjour les auditeurs, excusez-moi pour ce retard. Oui. Et de 15 secondes. Pour la petite discussion qui s'en est suivie, j'en suis désolée. Oh, ne sois pas désolé Anissa, tout va bien. Bon, d'autant plus qu'on va avoir besoin de toi puisque dans la question du jour, on va parler un peu de droit parce que ça fait du bruit évidemment depuis hier. Voici le programme de cette récap. Bienvenue à tous, c'est parti pour votre LGF jusque 18h. Le grand forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous. C'est vendredi, c'est le 21 septembre et vous êtes bien sur France Maghreb 2 avec Anissa Rigui, avec Tarek Mami, avec Enver de Santos. Info qui vient de tomber et ça va certainement d'ailleurs être à la une de tous les médias dans les quelques minutes à venir. C'est Medine, vous vous souvenez, qui devait se produire au Bataclan au mois d'octobre. Il en avait d'ailleurs même fait un titre, Bataclan. C'était son envie en tout cas de se produire. Les concerts, parce qu'il y en avait 2, étaient d'ores et déjà complets. Et on vient d'apprendre que le Bataclan annonce que les concerts de Medine sont reportés dans une autre salle parisienne, à savoir le Zénith. Donc Medine ne se produira pas au Bataclan. C'était en tout cas une volonté de certaines victimes du 13 novembre que Medine ne se produise pas au Bataclan. Mais ils ont obtenu gain de cause. Bon, moi je vais faire une boutade. Donc je sais pas qui là vient de censurer Medine au Bataclan. Christophe Roux, aujourd'hui il nous censure. Il est 16h26. Et il est 16h30, on n'a même pas pu dire encore un mot en dehors de bonjour aux auditeurs. Bon, à qui on se plaint là? Vous plaignez à personne parce que c'est comme ça, c'est le rythme de l'émission au quotidien. Donc voilà. Bon, non mais sérieusement. Donc on voit que la censure est partout quoi. Exactement. À commencer par chez soi. Cher Tarek. Alors, mais juste une petite réaction parce que Medine avait effectivement l'envie de se produire là-bas. Il avait fait un titre. Il avait voilà, c'était pour lui important. Le concert d'ailleurs a été très très vite rempli, sans quasiment pas beaucoup de pubs. C'est une petite salle. Là. C'est une petite salle. Bon bah il gagne le Zénith, c'est pas mal. Mais mais pour la symbolique, ça en dit long quand même. On va se faire une sous-signature en fait pour LGF. Ça va devenir LGF. La loi du plus fort est toujours la meilleure. Ouais. Voilà ce que je vous. C'est ça. Voilà. C'est ça. Bon. C'est la loi du plus fort qui est toujours la plus. Bon, ceux qui veulent gagner n'ont qu'à être plus forts, mieux organisés, mieux parler, mieux s'investir. Comme disait Lénine, non pas Lénine, Staline. Le pape, c'est combien de divisions? Et moi, je vous dis, les musulmans de France, c'est combien de divisions? 0. Bon. Allez, ça y est, c'est parti. 01 40 33 9000, vous allez pouvoir évidemment échanger avec nous parce qu'on va refaire un petit peu l'actualité de cette semaine dans cette émission avec nos 3 débatteurs aujourd'hui. Avec la question du jour aujourd'hui, c'est Marine Le Pen. Le président du Rassemblement national s'étonne de faire l'objet d'une demande d'expertise psychiatrique dans le cadre de la mise en examen qui la vise pour avoir posté des images d'exécution de l'État islamique sur Twitter en 2015. Cette expertise est
pourtant rendu obligatoire par la loi dans les affaires de ce type. Et je ne vous cache pas que je commence à trouver ce régime un peu inquiétant tout de même. Je n'irai pas, bien entendu, me soumettre à cette expertise psychiatrique et j'attends de voir comment le magistrat entend m'y contraindre. Marine Le Pen, donc effectivement la question que l'on vous pose, est-ce que vous êtes pour ou contre l'expertise psychiatrique, en rappelant qu'il s'agit là de droit et que c'est la loi qui permet effectivement cette décision, qui oblige. Rappelons quand même que les faits remontent à 2015, on est en 2018, l'état psychiatrique de Marine Le Pen aurait pu largement se détériorer en 3 ans, ça c'est en passant, mais vous êtes 81% à penser que oui, que vous êtes favorable à cette expertise, 81% sur Facebook, 86% même sur Twitter LGF officiel. Alors Anissa, je vais m'adresser à toi parce que tu es l'avocate en exercice en ce moment. Anissa, moi personnellement, merci pour les avocats qui sont plus en exercice. J'ai rarement vu ce type de décision, ou peut-être très peu médiatisée. Est-ce que c'est courant ? Non, c'est pas une décision d'abord, c'est une prescription législative. Oui. Est-ce que c'est courant ça ? Oui, pour ce type de délit, il faut quand même rappeler. Rappelons c'est des images de Marine Le Pen, des images de Daesh que Marine Le Pen a mis sur Twitter. Tout à fait. Alors, en effet, vous avez des dispositions du code, je vais pas les rappeler, du code pénal, code de procédure pénale, qui impose une expertise psychiatrique à l'adresse de ceux qui diffusent des images, on va dire globalement jugées violentes pour les mineurs. Oui. Voilà, sur les réseaux sociaux notamment. Donc c'est pas Marine Le Pen en tant que dirigeante du mouvement Front National, RN maintenant RN, Rassemblement National, qui est visée. C'est Marine Le Pen en tant que auteur de la diffusion de ces images qui est visée. Donc il faut pas non plus aller dans le sens d'un glissement qu'elle souhaiterait, je dirais, insinuer à travers sa communication. C'est une prescription légale, c'est une représentante, elle se dit citoyenne française, elle se dit soucieuse du respect des lois, elle doit s'y soumettre. Ouais, mais en même temps, c'est du pain béni, Tarek, pour Marine Le Pen, que de faire essayer, en tout cas, de faire croire aux Français que c'est encore une décision qui vise à la déstabiliser. On sait que son parti va très mal, il est au bord de la faillite. Aujourd'hui, c'est du pain béni, tout ça pour elle. C'est du pain béni, si vous voulez, cher Christophe, en termes de populisme. Oui, voilà. Elle est malhonnête avec elle-même. Cette dame est d'abord avocate. Soutenue d'ailleurs par Jean-Luc Mélenchon, je le précise. Ah oui, mais alors il est aussi malhonnête qu'elle, en termes politiques, s'entend. Elle aurait pu dire, même si la loi oblige, le juge aurait pu prendre en considération la situation, que c'était dans la politique qui parle le truc, et alors, mais non, aujourd'hui, c'est pour ça que tout à l'heure, en rentrant, on disait des choses, les gens, quand ils n'ont plus d'arguments à opposer, font des Benalla, juin, juillet, août, septembre, 6 mois, la France, c'est quand même pas ça. Aujourd'hui, il y a même il y a une télévision d'information continue qui a inventé, cher Christophe, et ça s'invente pas, le journal des faits divers. Ouais. C'est vrai qu'il y a de quoi faire en ce moment. Voilà. Non, mais ça devient les faits divers, c'est l'information. Et donc, c'est bien sûr, c'est de la mauvaise foi, mais c'est du pain béni pour elle. Oui, voilà. Et pour Mélenchon qui dit la moitié de ce qu'il dit à l'extérieur, et ainsi de suite. En clair, ça devient pénible de voir le personnel politique censé représenter, parce qu'on parle comme ça, de la représentation du peuple. Se soustraire comme ça. Oui. Comment voulez-vous que le peuple demain, le peuple dans sa globalité, ne fasse pas d'un fait divers l'information du jour et oublier l'information du jour qui passerait presque à un fait divers. Enver, est-ce que Marine Le Pen, dans sa communication, toi qui es un peu spécialiste en com, elle est bien droit dans ses bottes là pour le coup? Moi je dirais encore une fois, et c'est pas pour soutenir le diable, mais elle est super droit dans ses bottes. Le reproche qu'on peut faire, c'est justement aux médias. Faut se calmer avec les mots quand même, le diable. Non mais c'est là où les médias en fait devraient jouer leur rôle, c'est-à-dire jouer leur rôle d'éducateur. Très peu de médias, voire d'aucun des médias n'a expliqué qu'effectivement c'était un rappel de la loi et que c'est inscrit dans la législation. Et parce que c'est inscrit dans la législation, il se trouve que Marine Le Pen fait un pataquès. M6 l'a fait. Après, pour les choses, je ne sais pas, parce que j'ai pas regardé tous les médias, mais c'est là où c'est consternant, parce que au final, qu'est-ce qui se passe? Le public regarde, le public se dit, ah bah effectivement, c'est vrai, Jean-Luc Mélenchon la soutient, et pourtant c'est un opposant, ils la prennent pour une folle, pourtant c'est de la politique, elle défend nos droits, etc.
Voilà. Et ça monte très très rapidement, très très rapidement. On se sert un peu de la population, on utilise la population comme on veut. Et c'est encore une fois ce que Patrick Lelay disait à une époque. Ouais. Voilà. Le cerveau le temps du cerveau disponible pour acheter la boisson que j'aime pas. Ouais. Exactement. Ah oui, vous en buvez jamais, Tarek. Ah non. Et ça va faire un bail. J'ai pas attendu BDS. Ouais, je vais sortir les photos, vous allez voir. Bon. Alors là, comme on est en direct, sortez une seule photo dans laquelle moi je tiens un verre de la boisson. Vous savez. Photoshop, vous connaissez? Non, Photoshop. Non, parce que je connais, vous allez pouvoir trouver des photos dans laquelle je suis assis dans une table et sur la table il y a la boisson que j'aime pas. Mais en termes de démocratie, je veux pas interdire aux autres de ne pas boire. Je vais pas faire ce qu'ils ont fait à Bajrafil. Si on trouve une photo, voilà, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On expliquera. Bajrafil, le pauvre, s'est fait piéger entre guillemets une fois parce qu'ils étaient dans un dîner. Oh, ça va, une goutte ou un verre ou une canette. Mais non. Ça va. Mais non. Et Bajrafil, à un certain moment, les serveurs passent et devant lui, ils mettent une bouteille de vin. Ouais. Et tous les adversaires de Bajrafil, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, le nouvel imam. Bon, aujourd'hui, effectivement, entre la manip et Photoshop, vous voulez pas devenir blanc aux yeux bleus, vous, en vert? Bon, alors, non. en tout cas, vous pouvez nous appeler, chers amis auditeurs, auditrices, pour donner votre avis. En tout cas, vous êtes largement majoritaire à être pour cette expertise, donc à être respectueux de la loi. Mais c'est bien, c'est un bon signe. Si tu permets, Christophe, c'est là où par contre notre question est un peu biaisée justement, parce qu'on dit pour ou contre cette expertise. Ça veut dire qu'on appelle justement le public à se prononcer pour quelque chose qui de toute manière. Ils n'ont pas besoin de nous. Vous êtes trop honnête, jeune homme. C'est vrai. Les gens sont matures. Mais bon. Allez lire la presse d'extrême droite et vous verrez s'il y en a un seul qui se pose la question. Pourquoi quand même vous dites ça des musulmans? C'est pas. Bien sûr. Alors, nous accueillons Joseph qui a une question à poser par rapport à une reconnaissance de Macron là qui vient de tomber aujourd'hui. Bonjour Joseph. C'est pas une reconnaissance, c'est de la décoration. Oui, la décoration. Joseph. C'est pas une reconnaissance. Bonjour. Bonjour à tout le monde, messieurs, mamie, messieurs, votre invité. Et bonjour à toi, Christophe. Voilà, ma question, c'est, j'ai besoin d'une réponse parce que moi, je connais pas la réponse vraiment. Et j'ai besoin d'une réponse, mais avant que vous donniez la réponse, j'espère que vous réfléchissez lentement avant de donner la réponse. Ma question. On n'a pas d'habitude de réfléchir ici, ça part tout seul. Non, je préfère non. Bon, la question c'est simple. Est-ce qu'il existe des darkis tunisiens ou soit marocains ou d'autres nationalités je vous réponds de suite. D'accord. Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il existe d'autres harkis? Alors en fait, il n'y a pas de harkis en Tunisie ou en Algérie pour deux raisons. Non, au Maroc et en Tunisie pour deux raisons. Dans notre pays, c'est pas spécialement au Maroc ou en Tunisie ou au Sénégal. Attendez. Voilà. Il n'y a pas en Tunisie ou au Maroc parce que la Tunisie et le Maroc n'étaient pas colonisés par la France. Donc déjà, le régime ne s'y prête pas. Par contre, il y a eu des collaborateurs avec le colonisateur dans tous les pays du monde où le colonisateur a été. Quant à Harki, il faut comprendre ce que ça signifie à la base. Harki, à la base et en langue arabe, ne signifie pas ce qui est devenu aujourd'hui dans la langue française. En arabe, Harki, ça vient de Harka, et le Harka, c'est un groupe de personnes qui, dans le cas de l'Algérie, étaient censés défendre le village contre les intrusions extérieures. Et comme les Français adorent les Arabes et les Algériens, ils leur ont collé le mot en français, alors que ceux qui ont collaboré avec les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils portaient un nom en allemand que j'ai oublié, mais les Français ne leur ont pas donné le nom qui était en allemand. Non, c'était collabo. Non, c'était collabo à la française. Ouais. Et donc, au lieu de qualifier ces personnes qui, par ailleurs, pour des raisons historiques et tout ça, ont été obligées en partie de collaborer parce qu'ils étaient menacés de mort, ils les ont pas appelés les collabos de la France et ils les ont appelés Harki. Donc voilà un petit peu ce que ça signifie Harki. Et donc les Harki qui viennent de Harka est une spécificité de l'histoire algérienne. Il y a une partie, je ne veux pas faire de pourcentage pour ne blesser personne, il y a une partie qu'il a fait par obligation pour défendre leur famille dans leur village et pour qu'ils puissent accéder à l'eau et à l'électricité, j'allais dire pour manger. Attendez, monsieur, défendre leur famille contre qui? Au début, contre toutes les intrusions, après, contre les opérations de l'ALN, de l'armée algérienne, parce qu'ils n'ont pas accepté de se révolter contre les Français, donc le colon.
et le colon donc les a pris, il les a regroupés par village. Et donc, comme ils sont devenus de fait anti-FLN, ils sont devenus de fait pro-français. Mais ils vont... Les significations, les noms harkis aujourd'hui, ça signifie quoi aujourd'hui? Alors, les harkis aujourd'hui, c'est un dossier très délicat. Sur les harkis, il y avait en gros 150 000... Monsieur Mami, j'ai besoin d'une réponse claire. Je vous la donne. Je vous la donne. Patientez, Joseph. Non, mais attendez, on va pas tourner autour du pot. Les harkis, ce sont des personnes de nationalité algérienne. Voilà. Et de culte musulman, qui ont fait le choix, je vous dis, une partie forcée malgré eux et une partie volontairement, d'être du côté du colon. L'autre partie s'appelait comment alors? Comment? L'autre partie, c'est le FLN. C'est FLN. Les anti-harkis, c'est le FLN. Le FLN, le Front de Libération Nationale Algérien. Oui, ça veut dire... Et on arrive à le résultat, si va résumer. Alors, il y a deux résultats, parce que, non, Joseph, vous voulez comprendre, mais on peut pas escamoter l'histoire en 3 phrases. Attendez. Parce qu'il y a 150 000 personnes qui ont soutenu la France en Algérie, et que fait la France quand elle décide de partir? Elle n'amène pas les 150 000 personnes qui ont trahi, entre guillemets, leur pays, elle les laisse chez leurs ennemis. Et donc, il y a cette partie aussi qu'il faut connaître, cher monsieur Joseph. Et donc, la France va en gros apporter 50 000 et va laisser 100 000, dont une partie va être massacrée en Algérie. Monsieur Mami, s'il vous plaît. Oui, on va pas passer 2 heures non plus, Joseph. Hein. Allô? Oui, allez-y. On termine. Voilà. Je vous écoute. Plus clair, si j'ai bien compris. Allô? Oui. Plus clair, si j'ai bien compris. Et il y a une partie des Algériens qui l'ont battu contre la France, les Algériens d'aujourd'hui qui ont resté les FLN. Oui. Et il y a une partie des Algériens qui sont battus pour la France contre leur pays. L'Algérie. Oui. Excusez-moi, Joseph, je suppose, excusez-moi si je vais trop loin, mais peut-être que vous avez des origines libanaises, que vous connaissez l'histoire du Liban. Non, mais je vais vous expliquer pourquoi. Vous posez les questions, je vous donne. Excusez-moi. La réponse, la réponse, elle a été donnée. Mais vous avez exactement la même chose qui s'est passé dans le sud du Liban avec Israël. Vous avez exactement des Palestiniens à l'intérieur de Palestine aujourd'hui qui travaillent pour Israël. C'est pour vous dire que les collabos français qui ont travaillé pour les Allemands. C'est pour vous dire que ce phénomène se focalisait sur un mot, faut connaître l'histoire. Donc, ce sont des Algériens qui n'ont pas pris le parti de l'indépendance d'Algérie, mais le parti du fait que la France reste là-bas. Et vous avez 4 ou 5 exemplaires que je vous donne. Donc ça vous permet, cher monsieur, c'est pas pour vous insulter quand je parle du Liban, c'est pour vous dire, voilà l'exemple qui se passe dans plusieurs pays. Merci Joseph pour votre question. J'en profite d'ailleurs pour dire qu'il y a un petit froid entre la France et l'Algérie en ce moment. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une semaine, la France a décidé d'arrêter la sécurité des ambassades d'Algérie à Paris. Et l'Algérie fait comme à chaque fois, la réciprocité. Plus de sécurité devant l'ambassade et consulat de France en Algérie. Donc on ne connaît pas la raison. On ne sait pas pourquoi, non? On ne connaît pas la raison, mais en tout cas ça fait une semaine qu'effectivement l'ambassade d'Algérie ne bénéficie plus de sécurité. Là c'est un problème juridique, Anissa. Vous avez la convention de Vienne de 1880 qui fait obligation de protéger les représentations diplomatiques des pays des uns et des autres. Oui. Alors allez savoir pourquoi. Peut-être que la société qui fait la sécurité a déposé le bilan. A été privée ou alors qu'elle doit être publique. Je reviens juste sur les harkis. On vous pose des questions très compliquées et on croit qu'ici à France Maghreb 2, parce qu'on connaît l'histoire de tout ça, on va répondre par oui et par non. Quand la question est complexe, c'est pas oui, c'est pas non, c'est oui et non, non et oui. Et ceux qui ne veulent pas entendre ce discours, que la situation est complexe, il faut connaître un minimum les éléments, ils posent la question à Haj Google ou à Wikipédia. Non, mais c'est des questions orientées, Tarek. Oui, non, mais, Christophe, vous croyez que j'ai pas compris? Ils veulent que je dise les harkis, c'est des, pour qu'après, ils disent, vous avez vu, il a insulté les harkis. Moi, j'insulte pas l'histoire. Moi, j'essaie de comprendre ce qui s'est passé. Et quand la France laisse sur les 150 000 personnes, 100 000 sur place, c'est la France qui en est responsable, c'est pas la sécurité algérienne. Bon, alors dans notre récap de la semaine, il s'est passé quelque chose qui a été malheureusement très peu médiatisé et pourtant qui a son importance dans l'actualité internationale. On va directement en Syrie, on s'occupera du cas Benalla Zemmour juste après. Mais il y a eu un accord de trouver entre la Russie et la Turquie. Et un accord qui embarrasse bien d'ailleurs les États-Unis, en particulier Israël. Il y a eu aussi un fait très important. Un avion russe abattu
dans l'espace aérien syrien. Du coup, on impute la responsabilité, en tout cas la Russie impute la responsabilité de cet avion abattu à Israël. Une délégation israélienne est venue en Russie. Poutine a refusé de les recevoir. Est-ce qu'on peut parler d'éventuelle détérioration des relations entre Israël et la Russie, qui pour l'heure jusque-là étaient plutôt bonnes? Plutôt bonne, mais existait-elle réellement? Oui. Enfin, quand je dis existait-elle réellement, c'est qu'à un moment donné, il y avait beaucoup plus de relations, sauf erreur de ma part, entre les États-Unis et Israël que directement entre la Russie officiellement et Israël. Si ce n'est, voilà, il y avait des relations dont personne n'avait connaissance directement, des liens géopolitiques et ou géostratégiques, mais officiellement, il n'y avait pas non plus de choses vraiment qui lient la Russie des délégations qui se sur les grandes lignes, mutuellement, etc. Ils se retrouvaient bien sûr mutuellement, mais ouais. Tu vas pas me dire que la Russie de Poutine, on l'a souvent vu dans les accords de paix ou autres avec Israël, ou même avec des accords même commerciaux ou autres, en tout cas les mettre en avant. C'est ça que je veux dire. Donc, mais en tout cas, c'est un non-événement peut-être presque. Non, c'est pas vraiment un non-événement. Ce qui s'est passé, il faut toujours reprendre effectivement l'histoire. La Russie d'aujourd'hui, ancienne URSS, a été l'un des premiers pays à reconnaître Israël en 1948 à l'ONU et à la soutenir. Au nom du socialisme, parce que le kibbutz d'alors, en Israël, correspondait au système soviétique du collectivisme de la terre. Exact. À partir de la guerre de 1967, vous avez une petite distanciation dans les relations entre Israël et la Russie ou l'ex-URSS, parce que la Russie a pris le parti déjà à cette époque-là des rapports avec la Syrie, exact, où elle a pu déjà installer les ports en Méditerranée, et avec l'Égypte. Et elle va soutenir l'Égypte plus ou moins pendant la guerre de 73, et c'est un général russe qui va préparer le plan que l'armée égyptienne va utiliser pour briser la défense israélienne et pénétrer quelques mois après, le président égyptien va trahir l'alliance qu'il avait avec la Russie et basculer du côté des Américains. Et donc, à partir de ce moment-là, Israël et la Russie avaient des relations diplomatiques normales, mais on ne pouvait pas les mettre tous les deux dans le même, dans le même panier, puisque Israël a toujours été américaine ou pour les Américains. Ce qui se passe depuis le début de la guerre en Syrie, un pacte plus ou moins clair, plus ou moins écrit, plus ou moins reconnu, c'est que l'armée israélienne et les avions n'approchent pas des zones où il y a les Russes, et les Russes font celui qui ne voit pas les avions survoler le ciel syrien. Avec donc la dernière opération qui est en train de venir, celle de Idlib, avec l'installation de militaires et de techniciens iraniens de manière aujourd'hui permanente en Syrie, il y a eu l'aviation israélienne qui a bombardé à plusieurs reprises beaucoup de sites syriens. L'aviation et les missiles syriens, l'armée de terre, ont abattu pour la première fois depuis 30 ans des avions israéliens. Et là, ce qui s'est passé, il y a une espèce de perturbation qui s'est passée à 3 jours, juste après l'accord, Christophe, sur Idlib avec la Turquie, sur lequel on reviendra. Juste après, effectivement. Juste après, 2 jours après. C'est important de le retenir d'ailleurs. Oui, non, juste après. Juste après. Et là, il y a d'un côté la présence d'une frégate française dans l'endroit, sur place. Et il y a l'aviation israélienne qui, pour la première fois, s'approche le maximum de l'Atakiye, donc l'Atakiya en arabe, qui est le port russe en Syrie. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que l'armée syrienne va tirer sur les avions, et un missile syrien va abattre l'avion russe. Et Poutine, dans les 30 secondes, il dit c'est la responsabilité des Israéliens. Parce qu'ils n'avaient rien à faire dans le ciel de la Syrie, sinon l'armée syrienne n'aurait pas tiré. Qu'il viole tout à fait. Et là, les Israéliens, ils disent non, on va envoyer en délégation, on va vous préférer, c'est pas nos avions. Les Syriens disent c'est notre missile. Et donc, Poutine considère que c'est la faute d'Israël. On peut être d'accord ou pas, hein. C'est la faute d'Israël, parce que s'il n'y avait pas l'aviation israélienne, il n'y aurait pas eu l'incident. Voilà, c'est ça. Le soir même,
le Premier ministre israélien appelle Poutine, se parle au téléphone, on ne sait pas s'il présente des excuses ou pas, mais il dit je vous envoie demain tous les généraux pour vous expliquer. C'est pas nous. Ah, c'est pas moi, c'est l'autre, comme dit le film de Pierre Richard. Et le lendemain, quand la délégation est arrivée, donc Poutine, pour signifier qu'il n'est pas content et qu'il voit donc qu'il est fâché, il ne reçoit pas la délégation, il la fait recevoir par un général ou un truc comme ça. Et derrière, en fait, quand on suit la guerre de Syrie, ça rappelle très exactement ce qui s'est passé avec l'avion russe abattu par les Turcs il y a 2 ans. Là, les Turcs étaient à l'époque en plein pot contre Bachar et avec les Américains. Et ce qu'avait fait Poutine à l'époque, c'est qu'il a demandé des excuses publiques de Erdogan, qu'il a fini par faire parce qu'au début il refusait. Et 3 jours après, il lui a signalé qu'à partir de ce moment-là, le ciel turc allait être violé tous les jours par l'aviation russe et que s'il a le courage qu'il abatte un deuxième avion. Donc on est dans... Les Russes et Poutine jouent des parties d'échecs beaucoup plus forts que l'autre. Parce qu'ils auraient réussi plutôt bien. Jusqu'à ah bah oui, parce qu'ils auraient pu, ils ont retourné donc la Turquie, qui était leur adversaire qui abat un avion, aujourd'hui elle l'arme dans la main, ouais. Et ils auraient pu bombarder tout de suite l'armée israélienne en légitime défense, et même les Américains n'auraient rien pu faire. Alors, là, et je termine sur ce point-là, là, tout ce qui a été dit à ces généraux, on vous a laissé jouer dans le ciel, à partir de ce moment-là, on ne va pas vous laisser jouer dans le ciel. En tout cas, il faut nous prévenir, nous les Russes, des heures et des heures à l'avance. Et si vous voulez attaquer les Iraniens réagiront. Mais donc, si vous voulez, ça c'est la première partie. Après, on reviendra à Idlib. Oui, et d'autant plus qu'il y aura Sofiane qui est avec nous. Salut Sofiane. Tu bouges pas, on se fait la pub en 2 spi, comme on dit, et on est de retour très vite pour des éclaircissements et éléments chacun de votre côté. Je précise, tout à l'heure, je vous parlais de Médine et de ses concerts qui étaient reportés. Médine refuse une autre salle et donc annule ses concerts. C'est une information qui vient de tomber. Donc Médine ne se produira ni au Bataclan ni au Zénith. Rappelons donc qu'il y avait cette volonté de ne pas se produire au Bataclan de la part donc d'une certaine pression que le Bataclan a subie. C'est plutôt subi. Fort aussi en termes de symbolique la réaction de Médine. C'était direction le Zénith. Médine a dit non, pas de Zénith, je veux le Bataclan ou rien. Et donc il annule ses concerts, ça vient d'être annoncé. À tout de suite. Et alors, on ne sait pas qu'est-ce que c'est comme décision de justice, si c'est une décision de justice qui annule, parce que toute décision de justice en France est frappée d'appel, et puis on peut rentrer dans le détail. Parce que il n'y a pas de décision de justice, c'est apparemment le Bataclan qui décide. Oui, la décision. Alors c'est pareil, une décision, il a un contrat signé, voilà. Il casse le contrat, il se retrouve devant les juges, et les juges ils disent c'est certainement d'ailleurs ce qui va se passer. Voilà. À tout de suite avec Sofiane Nagdari, Tariq Bami, Anis Sarigui et Enver de Santos. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum avec Anis Sarigui, avec Tariq Bami, Enver de Santos et Sofiane Nagdari aussi qui nous a rejoint, qui suit évidemment ce qui se passe dans cette région de très près et qui souhaite apporter quelques éléments de compréhension. Mon cher Sofiane, bonsoir. Bonsoir Christophe, bonsoir tout le monde, bonsoir cher Tarek, Anissa, Enver, tout le monde. Bonsoir Sofiane. Alors Sofiane. Moi je voulais juste apporter quelques éléments, voilà, quand on dit qu'il n'y a pas de coordination entre la Russie et Israël, en vérité il y a le porte-parole du ministère de la Défense qui a déclaré il y a 2 jours, après l'incident, une information qui était inconnue de la part même des alliés de la Russie, à savoir qu'il y avait une coordination entre Israël et la Russie, c'est-à-dire Israël avertissait au moins 5 minutes à l'avance la Russie, afin que la Russie libère ce couloir aérien, afin que Israël frappe la Syrie. Le nombre de frappes depuis l'arrivée de la Russie compte à peu près à 210 frappes israéliennes sur la Syrie. 220. 210, 220, voilà. Peut-être ils ont compté, moi j'ai des chiffres anciens. Ok. Mais juste pour la coordination, elle existait. Mais cette fois-ci, Israël a averti la Russie 45 à 1 minute. Chose qui était impossible de libérer l'espace aérien. Et ils se sont couverts derrière l'avion russe qui peut transporter à peu près 15 soldats. Et du coup, la défense aérienne syrienne a frappé, a répliqué ou a répondu à ces tirs. Et du coup, il y a eu cet avion qui a été touché. Maintenant, le porte-parole du ministère de la Défense russe porte l'entière responsabilité à Israël. Poutine vient de refuser de rencontrer une forte délégation israélienne qui est partie à Moscou hier et a refusé de la rencontrer, parmi eux le chef de l'état-major, le chef de l'armée de l'air israélien. Et aujourd'hui même, Ivachov, l'ancien général, un général haut gradé de l'armée russe, vient de parler de traître
au sein de l'administration russe qui obéissent aux lois, obéissent aux ordres israéliens, non pas aux ordres de Poutine. Et là, il faisait référence à la livraison des S-300 que la Syrie a commandé depuis un bon bout de temps, que le contrat a été signé un bon bout de temps et que la Russie refuse de le livrer à la Syrie. Maintenant, les conséquences de cet accord, de cette tragédie en vérité, qui va pas passer à côté. Aujourd'hui, la Russie va répliquer, mais pas de la manière dont on a l'habitude, et c'est pas de la même manière qu'a été la réplique en vis-à-vis de la Turquie avec lorsque la Turquie a abattu le Sukhoi et a abattu le pilote russe. Aujourd'hui, on parle de la livraison immédiate des S-300 afin que la Syrie puisse protéger son espace aérien. On parle, et surtout ceux qui ont écouté hier le discours de Hassan Nasrallah, quand il a parlé que la livraison des armes sophistiquées que tente Israël d'empêcher à chaque fois sont bien arrivées, sont en Liban et ils sont prêts à être utilisés pour une prochaine guerre. Très menaçant hier d'ailleurs, Hassan Nasrallah, il a été menaçant. Hein. Il a été menaçant et aujourd'hui le Yadahot Ahranot parlait d'un discours hostile et d'un discours qui pousse à Israël à répliquer. Aujourd'hui, pas mal de spécialistes israéliens disent que le discours d'hier, c'est-à-dire le 10e jour, le Ashura, était vraiment menaçant vis-à-vis d'Israël et c'était unique. Il y avait l'ancien discours, il avait parlé que le Hezbollah aujourd'hui est devenu plus puissant que l'armée israélienne. Et hier avait parlé que comme quoi que les bombardements que fait Israël au quotidien vis-à-vis de soi-disant livraison d'armes iraniennes au Hezbollah à travers la Syrie, il a dit qu'ils sont bien arrivés au bon port et obligeant même Netanyahou aujourd'hui d'intervenir en tentant de rassurer un peu la population israélienne. Aujourd'hui, le Yadahot Ahranot avait noté comme quoi qu'une opération militaire qui pousse à un conflit avec une grande puissance telle que la Russie est un échec total militairement. Et aujourd'hui, Israël, elle a compris, et ils ont bien compris, que la Russie va répliquer, mais pas militairement en rentrant en confrontation directe avec Israël, mais seulement en armant et en interdisant, parce qu'il faut savoir que les F-16 ont survolé pour la première fois la base de Hmeimim, qui est une base aérienne russe, c'est-à-dire, comment on dit, Sivzez, c'est vraiment chercher vraiment la noise à la Russie et peut-être tentant de commettre un petit conflit entre la Russie et la Syrie. Parce que au niveau syrien, au niveau iranien, beaucoup de responsables, j'ai vu pas mal de déclarations qui sont vraiment très énervés vis-à-vis de la Russie et surtout de cette coordination qui existait bien avant cette frappe. J'ai une question et deux questions à vous poser, Tarek, Sofiane en particulier. Edouard Anissa pour y répondre, mais vous êtes, on va dire, plus avertis sur le sujet que nous. Est-ce que, et vous pouvez faire des réponses courtes s'il vous plaît, est-ce que cet incident qui s'est produit, cette tragédie concernant cet avion abattu, est-ce que ça va détériorer les relations entre la Russie et Israël? Première question. Et pour revenir sur l'accord Turquie-Russe sur Idlib, effectivement. Alors répondez d'abord à cette question. Est-ce que ça va détériorer les relations entre la Russie et Israël, cet incident? Tarek. Moi, quand je lis la presse... Ouais. Oui, allez-y, Sofiane. Sofiane, vas-y. Moi, j'ai écouté 3 ou 4 spécialistes russes que j'écoute assez souvent. Il y a Matozov et il y a le général Ivatchov. C'est pour la première fois où j'ai entendu des propos très hostiles vis-à-vis d'Israël. On sait pertinemment qu'il y a une relation un peu particulière entre la Russie et Israël. On a 1 million d'Israéliens qui sont d'origine russe. Vous avez un lobby israélien, pro-israélien qui est très puissant depuis Medvedev et depuis Poutine, que Poutine a écarté pas mal de ces personnes, mais il reste assez puissant au niveau russe. Et la relation, elle est très compliquée. Il faut rappeler qu'en 2006, par exemple, la Russie a apporté son soutien à Israël dans sa guerre contre le Liban. Et à l'époque, il y avait Poutine. Et en même temps, l'armée de Hezbollah a battu Israël à travers le Kornet, qui est une arme russe. Pour vous dire que c'est très compliqué, très complexe. C'est pas noir, c'est pas blanc. Chacun joue maintenant, aujourd'hui, attaquant et abattant un avion russe, 15 soldats russes qui sont morts. Je pense qu'il y aura un avant et un après. À l'image de ce qu'on a vu avec la Turquie, un avant et après le Sukhoi. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un accord turco-russe Erdogan-Poutine afin de démilitariser Idlib. Et on pensait il y a 2 ans, en novembre 2015, je pense c'était l'incident, et en novembre 2015, tout le monde s'attendait à une guerre
russo-turc, et aujourd'hui, ils sont en train de régler des problèmes au niveau des conflits au niveau de la région. Tariq Mami, détérioration, oui ou non? Est-ce que vous êtes dans la ligne de Sofiane? Non, mais détérioration d'autant plus qu'aujourd'hui, pour les Russes, les Israéliens, j'allais dire, les Américains roulent pour la politique israélienne, les Israéliens roulent pour la politique américaine, et la situation difficile dans les rapports entre les États-Unis et la Russie vont se trouver détériorés, avec le paradoxe qu'officiellement Poutine et Trump s'entendent très bien, mais que l'administration de Trump est contre la Russie et contre Poutine. Donc, dans cette région du monde, comme partout en politique, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, mais comment je peux définir ça? La relation d'apparente neutralité et d'affection effective entre les Russes et les Israéliens va reculer, parce qu'aujourd'hui le personnel militaire russe se sont trahis dans un accord qu'il a passé en Israël, et comme toute l'armée du monde, quand vous leur tuez leurs soldats, vous les trahissez. Ouais. Donc vous avez les décideurs militaires, eux, vont considérer que Israël, à défaut d'être un ennemi, c'est un adversaire. Donc ça, c'est cool. Poutine, lui, va faire de la politique pour essayer d'amadouer donc Israël, et va peut-être donc effectivement non seulement fournir les missiles de défense pour l'armée syrienne, mais va autoriser dans les discussions à trois et cachées les Iraniens à s'implanter sur la frontière syro-israélienne, c'est qu'il a toujours veillé à faire reculer à 20 km. Aujourd'hui, Israël va comprendre de plus en plus qu'en fait, moi j'ai une image pour ça. Avant le début de la guerre de Syrie, il y avait 4 frontières qui séparaient Israël et l'Iran. Chaque fois qu'Israël prend une belle initiative, il y a une frontière ou deux qui tombent. C'est-à-dire qu'Israël a soutenu les insurgés, tout ce que vous voulez, elle a soutenu le fait que Saddam tombe, et vous avez 2 frontières qui tombent. La frontière entre l'Iran et l'Irak, et la frontière entre l'Irak et la Syrie. Israël fait tout pour faire tomber Bachar, et donc la frontière entre l'Irak et la Syrie tombe, et reste la frontière entre Israël et l'Iran. Politiquement, militairement, demain c'est une guerre. Oui, c'est ça. S'il y a une guerre, il y a 10 ans, s'il y avait une guerre, les Israéliens et les Iraniens devaient se faire la guerre sur leur territoire très lointain avec les avions. Demain, s'il y a une guerre réelle, vous avez l'armée iranienne qui est sur la frontière d'Israël, et la guerre se déroulera sur le territoire israélien, comme ça, y compris d'homme à homme, alors que Israël, elle sera toujours obligée d'aller bombarder à des milliers de kilomètres. Donc voilà la stratégie gagnante, en fait, des Iraniens d'un côté et des Russes de l'autre, c'est-à-dire que les Américains et l'OTAN a encerclé, en tout cas a essayé d'encercler la Russie du côté de la Crimée et tout ça, et en fait, leur poulain qu'Israël se retrouve aujourd'hui encerclé, parce que si demain il y a une guerre, vous avez Hezbollah dans le sud Liban, c'est-à-dire nord d'Israël, vous avez le Hamas du côté de Gaza, et vous avez une nouvelle milice qu'on est en train de monter en Syrie qui va s'appeler Hezbollah Syrie, et vous allez avoir Israël encerclé par 3 ennemis. Donc voilà ce que ça donne en termes de stratégie politique et militaire, qui ne sert pas Israël, parce que Israël, dans ces 3 conflits, à aucun moment elle n'a cherché de jouer au plus fort pour négocier, mais elle a joué à écraser l'adversaire. Bouge pas. Alors Sofiane, pendant que tu es là, l'accord trouvé cette semaine entre la Turquie et la Russie à propos de Idlib, est-ce que pour le coup on peut considérer que Erdogan a été obligé, n'a pas eu le choix que de signer cet accord? Obligé, ils l'ont mis devant ses responsabilités, parce que en vérité ça vient depuis un long processus, depuis le processus d'Astana. Et l'accord, il était, sauf que cette fois-ci, il y a une limitation au niveau du temps. Parce que ce qu'a essaie de jouer Erdogan intelligemment, c'est de jouer avec le temps. Il a parlé de Idlib comme une zone de désescalade, comme on a appelé. C'est-à-dire, ils ont pointé l'armée 12 points de repère, c'est-à-dire de l'armée turque, elle s'est positionnée sur 12 points afin qu'il n'y ait pas d'attaque sur le littoral syrien, et a pris la responsabilité qu'il n'y ait plus d'attaque. Et il avait accepté à ce que tous les terroristes soient transportés vers la région de Idlib. Et lui, il avait un rôle à faire, c'est de séparer les terroristes, c'est-à-dire de Hayat Tahrir al-Sham et d'autres, c'est-à-dire de faire la séparation entre les bons et les mauvais terroristes. Les bons terroristes, c'est ceux qui vont se battre contre Hayat Tahrir al-Sham, et les mauvais terroristes, c'est sur ceux
que tout le monde est d'accord de les abattre et d'en finir, c'est ceux qui n'acceptent pas une solution politique. Aujourd'hui, arrivé au jour J, quand l'armée russe, syrienne, iranienne et Hezbollah voulaient attaquer Idlib, on a vu l'escalade américaine et occidentale, comme quoi qu'il y aura le plus gros génocide, on a parlé de 2 millions, 3 millions d'habitants. Et ce qu'a intelligemment trouvé Poutine, c'est que de donner les clés de cette solution à Erdogan, mais en jouant sur le temps. Il a jusqu'au 15 octobre de faire une séparation et d'enlever l'armée lourde en vérité, et dans 2 mois au grand max feront le bilan d'une zone d'exclusion, d'une zone, comment on appelle ça, démilitarisée. Démilitarisée. Voilà, une zone démilitarisée de 20 km de profondeur au niveau du territoire syrien, et de séparer les bons et les mauvais terroristes, si vous voulez utiliser le terme de bons et de mauvais. Alors peut-être qu'il faut nuancer encore plus ça, Sofiane. En fait, les dates, c'est 10 octobre et 15 octobre d'abord. Il y a 2 dates. Il y a le mois de novembre, normalement. Non, mais ça, c'est... Il y a 2 mois. Non, ça, c'est 2 étapes. Non, mais ça, c'est la 3e date. Mais il y a 2 dates. Il y a le 10 et le 15. Le 10, c'est la sortie de toutes les armes lourdes. Le 15, c'est le début ou la fin du tri des bons terroristes et des mauvais terroristes. Et le piège, en fait, qu'a tendu Poutine à Erdogan, c'est que tu veux pas que l'armée syrienne vienne nettoyer, donc tu fais le travail de l'armée syrienne. Et aujourd'hui, c'est impossible. Non, mais je sais pas si c'est impossible. S'il le fait pas, donc il n'a pas respecté la parole donnée à Poutine, donc l'armée syrienne peut venir. Et s'il le fait, il apparaîtra aux yeux de tous ceux qui l'ont soutenu contre Bachar, comme le harki, entre guillemets, je m'excuse d'utiliser ce mot. Non mais j'utilise. Non mais j'utilise. Non, j'utilise. Et entre guillemets, pour que notre provocateur de tout à l'heure comprenne de quoi il s'agit, où tu deviens le collabo de Bachar. C'est ça le drame que votre. Deuxième chose, moi j'ai lu des papiers, j'ai pas la preuve, il faut que j'ai le vrai acte. En fait, la zone démilitarisée autour d'Idlib, elle ne touche pas la frontière turque, Sofiane. Non, sur le territoire syrien. Voilà. Donc, ce qui fait que rien n'empêche l'armée syrienne de venir dans le dos de ces terroristes et de l'armée turque entre la frontière turque et les 20 km de Idlib. Et c'est ce que fera probablement celui qu'on appelle, je sais pas, le renard, ou comment on l'appelle, comment ça s'appelle? Voilà. Le tigre, qui est le surnom du grand général syrien. Et donc, vous voyez bien que aujourd'hui, la Turquie, en fait, les terroristes, elle est obligée de les lâcher. C'est dans le cadre d'un négociation. Aujourd'hui, avec cet accord Tarek, la Russie veut que la Turquie ait un rôle au niveau de la région. On est en train de lui donner une ville, de régler le problème de cette ville. Si la Turquie n'arrivera pas à régler ce problème, en vérité, elle n'aura aucun rôle à jouer dans cette région. Je partage pas votre point de vue, Sofiane, sur ce point. En fait, Erdogan a demandé à commercer avec l'Iran et avec la Russie, plus en dollars, parce que la lire est en train de se casser la gueule, mais dans l'armée... Ça, c'est autre chose. Mais c'est dans la discussion de Tahran. Parce que, autant le président iranien était contre cette histoire de zone démilitarisée et tout ça, et donc il a dit, si tu veux négocier, c'est un package. C'est pas, tu me donnes ça, je te donne ça. C'est pour ça que... Je suis pas d'accord. Bah, c'est pas grave. C'est des opinions... Le commerce entre l'Iran et la Turquie, chose qui a été reprochée très fortement à l'Iran à l'époque. C'est-à-dire même en période de guerre, depuis 2011, l'Iran et la Turquie ont continué à échanger. Même ils ont augmenté leurs échanges commerciaux. Je ne parle pas de ça. Maintenant, la Turquie, elle s'est sentie trahie par l'alliance américaine. Sofiane, je parle du fait que le commerce ne se fait plus en dollars. Je ne parle pas. Oui, mais parce que l'Amérique et les États-Unis ont attaqué la livre turque. Mais c'est Erdogan qui a enclenché la guerre commerciale contre la Turquie. Mais entre 2011 et 2016-17, le commerce entre l'Iran et la Turquie se faisait en dollars. Oui. Bon, alors je termine mon raisonnement. Donc, dans la réunion à 3 du côté de Tahran, il y a eu une double alliance de la Turquie. Un, on n'attaque pas Idlib. Et 2, on commerce hors dollar. Réponse de Rouhani, on ne commerce hors dollar que s'il y a une attaque d'Idlib. Sinon, je suis pas de la partie. Et c'est là où Poutine rejoue la deuxième carte, avec l'accord certainement de Rouhani.
on fait cette proposition, on ne commence pas en dollars, en tout cas pas l'Iran qui n'est pas engagé, mais on va le mettre dans le piège pour qu'il puisse sentir qu'il ne peut pas tout avoir, lui qui a trahi les Américains, lui qui a trahi Bachar, lui qui a trahi tout le monde. Et c'est ce que je dis toujours ici. Et donc aujourd'hui, la situation la plus compliquée, c'est la situation de Erdogan dans ses relations à la fois avec les Turcs, à la fois avec les Iraniens et à la fois avec Poutine. Les Iraniens ont gelé le processus, je l'appellerai comme ça, le processus de Téhéran, en attendant de voir ce que donne l'accord avec Poutine. Et je termine là, Christophe. Oui, et de l'autre côté, là, ça devient complexe quand même. Non, mais c'est très complexe. Et c'est là où Israël intervient en abattant ou en faisant abattre l'avion, qui complique tout. Donc aujourd'hui, le maître des horloges. En vérité, cet accord de Sochi retrouvé parce qu'il y avait la réunion de Téhéran avec les trois, Iran, Russie, Turquie, et il y a eu un autre accord, c'est l'accord de Sochi, Erdogan-Poutine. Lors de ce sommet de Téhéran, il y avait une divergence entre la Turquie et la Russie et l'Iran. Et c'était une réunion pour la première fois qui a été diffusée en direct, c'est-à-dire les gens pouvaient voir directement les échanges, chose qui était unique vraiment depuis un bon bout de temps. C'était en direct. Et on voyait que Erdogan ne voulait absolument pas de cette armée syrienne et russe qui viennent abattre, libérer Idlib. Et on a le sommet de Sochi où on a un accord entre la Russie et la Turquie. On est d'accord. 24 heures après, Israël vient. Parce qu'en vérité, Poutine, ce qu'il a réussi avec Erdogan, c'est de faire une désescalade et de baisser la tension qui montait vers Idlib. On parlait d'armes chimiques, on parlait du plus gros génocide qui allait se faire au XXIe siècle. Mais aujourd'hui, si la Turquie arrive à régler pacifiquement ce problème, et tant mieux. Il n'y aura pas de sang, qu'il y aura effusion de sang. Et comme dit le Coran, elle ne le pourra pas. Elle ne pourra pas, ça, c'est une chose, moi je doute qu'il va réussir. Parce que vous avez entre 50 et 70 000 terroristes, 20 000 étrangers, vous avez des Ouïghours, des Turkmènes, vous avez une telle divergence de groupes, et on sait pertinemment qu'il y a des services secrets de tel et tel pays. Il y a deux éléments. L'Arabie Saoudite, en vérité, ne va pas faciliter le travail d'Erdogan. Il y a deux éléments à rajouter. Le premier élément, c'est que vous avez une armée chinoise prête à aller à Idlib. Elle est surtout à Jisr al-Shoror. Les Ouïghours, ils sont à Jisr al-Shoror. Non, elle est prête à aller à Idlib. Elle a annoncé du côté de Chine Nouvelle en disant si les autorités légales syriennes le demandent, parce qu'il y a trop d'Ouïghours, donc que ce soit en fait, ils veulent s'en débarrasser sur place pour éviter qu'ils reviennent. Tout le monde veut les éliminer. Faut parler simple. Donc chacun veut éliminer ses terroristes à lui chez les Syriens. C'est ça. Et les Américains qui ont utilisé cette armée afin de déstabiliser pas mal de pays veulent les transporter vers une autre région, soit dans la région ouïghour chinoise, soit dans les républiques islamiques russes, soit au niveau de l'Afrique du Nord, en Libye, en Tunisie. D'où ma phrase préférée, dans la guerre de Syrie, à la fin c'est toujours un Syrien qui meurt. Ouais, ça c'est sûr, mais bon. Voilà. Alors je rajoute le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, la patate chaude, elle est passée de Poutine à Erdogan, j'en termine là. En clair, c'est lui demander de faire le travail de l'armée syrienne, ce qu'il ne pourra pas faire, puisque ces terroristes sont passés pour leur majorité par les territoires turcs, et on voit mal l'armée turque aller rentrer dans une bataille de guérilla. Elle l'a fait donc du côté d'Afrin, mais c'était un petit village et c'était contre les Kurdes et elle avait une motivation. Aujourd'hui, en fait, on a repoussé de quelques semaines, voire de quelques mois, l'attaque de Idlib. Et dans des déclarations, même s'il n'est pas aujourd'hui l'homme le plus fort en Syrie, Bachar a toujours dit à Poutine, nous récupérerons notre territoire jusqu'au dernier centimètre avec votre accord ou soutien et avec votre aide militaire ou pas. Et je pense que les Syriens aujourd'hui, qui je rappelle, ont fait des élections municipales, c'est que beaucoup de pays n'ont jamais fait des élections pendant la guerre. Et donc vous avez une marmite syrienne qui aujourd'hui est contrôlée en clair à 75% par le pouvoir syrien, par M. Bachar al-Assad, et vous avez 25% coupés en trois parties qui tanguent encore. Une partie chez les Tangs, une partie chez les Kurdes du côté de la frontière marocaine, frontière irakienne, une partie chez les Turcs de la frontière turque et la partie de Idlib. Merci Sofiane, on a essayé. Merci Christophe. À bientôt. Je sais que vous êtes passionné par ce sujet. Mais pensez à ceux qui suivent pas trop ça de près, parce que malheureusement c'est pas médiatisé tout ça, c'est pas expliqué,
Et de temps en temps, je vous fais ce reproche, Tarek, Sofiane, vous avez tendance à rentrer un peu trop dans des choses qui peuvent échapper au grand Comment public. vous faites un couscous, cher Christophe? Oui, non, mais il n'y a pas de couscous. Excusez-moi, Il n'y a pas de couscous, Tarek. Pardon. Je vous la fais. Moi, vous m'invitez. Vous me dites, Utiliser des choses simples pour expliquer un compliqué, je sais, mais... Vous me dites, comment faire le couscous? Si je vous dis pas, on met ça, vous rentrez trop dans le détail, ben, je peux pas faire le couscous. Ben oui, mais je sais, Tarek, mais il faut se mettre à la place des gens, effectivement, les gens, ils qui font pas le découvrent. couscous. Bah si, il faut le couscous. Anissa, tu fais le couscous, rassure-moi. Bien sûr. Ouais, très bien. Je demande à goûter. Oui, absolument, moi aussi. Et vous verrez s'il y a des pommes de terre ou pas. On met pas de pommes de terre dans le couscous. Voilà. C'est une catastrophe, ça. S'il y a des carottes ou pas. Je sais, je me bats avec ma femme tout le temps. Moi, personnellement, Et tant s'il qu'il n'y a pas de poisson, j'arrive à manger. Voilà, il y a des pois chiches ou pas. Il y a des poissons ou pas. Ah oui, non, mais le couscous poisson, j'arrive pas. Hein. Enfin, parce que j'aime des pas le poisson. sujets qui intéressent. En fait, le poisson et le couscous séparés, c'est très bon, mais ensemble, je trouve que ça va pas. Mais parce que aussi, on est habitué, pour ceux qui ont mangé depuis tout petit avec de la viande, à manger du couscous avec de la viande. D'où peut-être cette difficulté à accepter. Il est plus facile, j'allais dire, pour un Tunisien d'accepter le couscous poisson. C'est pas traditionnel là-bas, Tarek. Mais c'est pas mal. Oui. Et d'ailleurs, pas tous les Tunisiens. D'abord, les Tunisiens de la région de Sfax. Ouais. Après, les Tunisiens de la côte. Et après, j'allais dire les Tunisiens d'aujourd'hui qui ont pris l'habitude de manger du couscous poisson comme les autres. Voilà. Mais c'est parfait. Vous voyez comme quoi le grand forum, c'est magnifique. On arrive On à passer passe d'un, ouais, exactement. de la géopolitique à la gastronomie. C'est magnifique. Et il n'y a pas que les Tunisiens qui aiment le Tunisiens couscous sont poisson. Non, je sais, il n'y a pas que les Non, Tunisiens. mais il y a des gens que quand ils goûtent, ils adorent. Par contre, il y a un autre plat, puisqu'on va revenir de la politique derrière. Il y a un plat que tout le monde n'aime pas, c'est la fameuse mloukhia. C'est le plat vert que seuls les Tunisiens comprennent et peuvent manger à ce jour. Ah oui. Celui-là, on n'a pas pu l'exporter. On a exporté la harissa, on a le couscous poisson, la chicha. Mais ça. Mais la harissa aussi, c'est un bail. Rien à faire. Faut essayer de Ouais, comprendre. l'harissa, c'est un truc de fou. Hein. L'harissa, c'est le plat. J'ai c'est des le amis truc, tunisiens, l'accompagnant. j'essaie de comprendre. Harissa Nutella, harissa. Ouais. Non, faut arrêter, les amis. Harissa by night. Bon. Voici, ce message est pour toi. Donc, on va en tout cas suivre de très près ce qui se passe parce que c'est très important ce qui est en train de se faire à Idlib. Et finalement, si on peut résumer en une phrase, Tarek, c'est la Syrie et accompagnée de la Russie qui ont fait, par exemple, de la libération de Raqqa et de toutes ces villes. Oui. Ils ont emmené ces terroristes, ils les ont tous envoyés vers Idlib afin de les concentrer, de créer aussi quelque part une certaine division au sein même de ces terroristes. Ouais. Aujourd'hui, vous avez un réel bazar entre terroristes, entre groupes différents terroristes. Et aujourd'hui, c'est la dernière offensive finale. C'est la fin de la partie, ça se passe du côté de Idlib, mais il faut que ça se passe de manière intelligente, et c'est ce qu'est en train de se faire avec les Turcs. Les premiers transferts à Idlib ont commencé de mémoire après l'arrivée de l'armée russe en octobre 2015, oui. et les premières victoires de l'armée loyale à l'État syrien à Bachar al-Assad. Et je me rappelle ici que je vous ai posé la question, Christophe, et je vous avais dit pourquoi Idlib. Moi, je veux réfléchir dessus, et c'était la première évacuation. Et j'ai écrit à plein d'amis, plein de stratèges, et jusqu'à en gros mi-2016, personne n'arrivait à comprendre. Alors que la stratégie, c'était effectivement ce que Christophe vient de décrire, c'est-à-dire nettoyer petit à petit le territoire. Comme il y avait, je sais pas moi, une trentaine de groupes de terroristes poussés, parce que dans chaque ville, il y avait un groupe de terroristes qui était dominant. Ouais. Là, on l'envoyait là-bas pour créer la zizanie entre eux, et à la fin, avoir une poche que certains appellent de résistance encore aujourd'hui Mais dans il n'y a la pas des presse. terroristes qui ont été exfiltrés là dernièrement Les agents israéliens, français et américains, oui. Mais le terroriste de base qui est venu de Tchétchénie pour égorger, pour imposer le vrai islam, lui, il sera jamais... C'est simple l'image. Quand tu passes le balai dans une grande surface, tu mets toute la poussière dans un coin et puis tu ramasses à la fin. Dans un instant, Zemmour. Zemmour, les prénoms. Zemmour. Et Benalla aussi, qui a été au cœur de l'actualité de cette semaine. Et puis Macron, est-il en train de peut-être se rapprocher de son électorat? Parce qu'il y a des élections, messieurs, dames, ça vous aurait peut-être échappé. Mais les élections européennes, c'est pas pour tout de suite. Mais on commence à y travailler. Comme quoi, dans la Macronie, on réfléchit. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum avec Anissa Rigui, avec Enver de Santos, Tarek Mami. On est à l'antenne, messieurs, gardez-vous, faites-en profiter les auditeurs. On va en parler de Benalla. Ne vous inquiétez pas, il était au cœur de l'actualité cette semaine puisqu'il a été auditionné par le Sénat. Un coup j'irai pas, et finalement il y est parti. C'était donc mercredi matin, mais juste auparavant, tout a commencé dimanche dans l'émission Salut les Terriens du dimanche avec Thierry Ardisson, qui est invité, comme d'ailleurs, ça vous gêne pas
pas qu'on soit à l'antenne, les gars. Donc tous les médias, Éric Zemmour qui fait la tournée en ce moment de tous les médias, donc il a reproché donc à cette chroniqueuse donc son prénom en disant que c'était une insulte à la France, que sa mère avait eu tort de lui donner ce prénom, etc., etc. Finalement, c'est du Zemmour à l'habituel, puisque pour exister, ce monsieur a besoin de créer une certaine polémique, et visiblement ça marche, puisque je rappelle que son livre est en 2e position des meilleures ventes sur Amazon, donc le coup est fortement bien réussi. Il continue d'être invité partout dans les médias, et vous avez une chroniqueuse qui a été lâchée par son animateur qui, à défaut de la défendre, eh bien révèle le fait qu'elle ait besoin d'argent et qu'il ait besoin d'avancer 6 émissions pour lui payer ses impôts, minable. Et voilà un petit peu cette affaire. Alors Éric Zemmour, tiens Anissa, ça fait longtemps que t'as pas entendu sur cette affaire Zemmour. Oh, si tu savais. Bah oui, je veux savoir justement. Christophe. Oui. Non mais en réalité, je m'en fous, mais contre-fous de ce type. Et je trouve qu'en effet, la technique, elle est toujours la même, c'est-à-dire créer le buzz en balançant des énormités qui peuvent blesser. Je comprends. J'ai vu passer la vidéo de Absatou. Absatoussi. Si, oui, voilà, choqué, ému, retourné par cette émission. Mais bon, voilà, c'est toujours la même chose avec ce type, quoi. C'est créer le buzz autour de la sortie d'un bouquin pour faire vendre. Enfin, il le fait pas seul quand même, il le fait avec la complicité des médias qui lui donnent la parole. C'est surtout regrettable de le voir encore occuper les plateaux TV. Oui. Ce type aurait dû être blackboulé depuis sa première condamnation, en effet, depuis sa première condamnation par les juridictions françaises pour incitation à la haine. Qui a été confirmé d'ailleurs. Qui a été confirmé, tout à fait. Alors je crois que la Cour de cassation a renvoyé l'affaire devant une autre cour d'appel pour rejuger les propos qu'il avait tenus. Aujourd'hui, une cour d'appel a confirmé une première condamnation sur la déclaration au journal italien de 2014. Donc il en a des cas. Oui, tout à fait. Oui, il en a plein. Donc voilà, je comprends pas encore. En effet, moi, la question principale, elle est là. Pourquoi occupe-t-il encore les plateaux télé? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de complicité finalement des la question, je vous la pose. Est-ce qu'il sert les intérêts de lobby? On va les nommer extrême droite, lobby sioniste. Oui, non. Oui, en tout cas, je pense que oui. En tout cas, il diffuse, il contribue à normaliser la parole de ces groupes extrémistes. Il contribue à la rendre presque audible auprès du grand public. Et ça, c'est pas normal. C'est-à-dire que là encore, on est dans la décomplexification, je sais pas comment dire, de la parole raciste. Et ça, c'est pas normal. Alors moi, il y a une question que je me pose, Tarek, et peut-être que vous avez la réponse, parce que beaucoup aujourd'hui sont des censeurs dans les médias et nous disent oui, mais au nom de la liberté d'expression, Éric Zemmour peut et doit s'exprimer. J'entends, mais alors à ce moment-là, si on est pour une réelle liberté d'expression, moi j'y ai rien contre personnellement, pourquoi avons-nous bâillonné les paroles de Dieudonné, Alain Soral, sans rappeler évidemment qu'on n'a pas besoin d'être d'accord ou pas d'accord avec eux, mais c'est un fait. Donc Dieudonné et Alain Soral sont bannis des médias. Pourquoi cette liberté d'expression à géométrie variable? Et je comprends pas d'ailleurs que personne n'en parle et personne n'oppose cet argument lorsqu'on nous sort ça dans les médias. Parce que la loi est plus forte que ça. On va pas tourner autour du pot. Ouais. Allez-y, on va pas tourner autour du pot. Qui est propriétaire des médias? Qui autorise qui pour passer en dehors des services publics? Et les services publics fonctionnent un peu mieux c'est le service public qui a lancé Zemmour, rappelons-le quand même. Attendez, mais quand il l'a lancé, il n'était pas dans cette longueur. Aujourd'hui, il n'est pas sur le service public. Il pourra peut-être être reçu pour parler de son livre, mais ça s'arrête là. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que personne ne s'est retrouvé sur un plateau pour balancer à Éric Zemmour ses propres turpitudes. D'abord, on vient de découvrir que le prénom Éric n'est pas un prénom français. Oui, tout à fait. C'est un prénom germain. Exactement. Et scandinave. Et donc, il faut que quelqu'un lui dise, vous-même, vous ne portez pas. Parce que les prénoms français sont pas des prénoms français. Ce sont les prénoms du calendrier religieux catholique, et je ne sais pas s'il y a eu dans la vie un saint qui s'appelle Saint Éric. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est pas un prénom français. La deuxième chose, c'est que lui dire, ok, t'as raison sur le prénom, passons au nom. Est-ce que Zemmour est un prénom français? Et là, on va éplucher, on va pas trouver beaucoup à part le Dupont et le Durand. Parce que Zemmour, pour l'expliquer aux auditeurs de France Maghreb 2, vient
du nom d'une grande tribu majoritairement musulmane, minoritairement juive, au Maghreb, surtout Maroc et Algérie, moins en Tunisie, qui en arabe s'appelle Zamour. Donc, d'abord, pour honorer le nom de son père et de ses parents, il ne devrait pas s'appeler Zemmour. Donc, il a francisé son nom, alors qu'il reproche aux autres de ne pas prendre des noms français. Il s'appelle Zamour, c'est Z-A. Troisième chose, le discours qu'il tient, il est rentré dans ce que moi j'appelle, et c'est un engagement, une délinquance de la liberté d'expression. C'est-à-dire, aujourd'hui, il dit ce qu'il veut, en sachant que nous avons en France une liberté d'expression, en sachant qu'il va être condamné dans 5 ans, dans 7 ans, et il recommence le lendemain, c'est pas le problème. Aujourd'hui, liberté d'expression, géométrie variable. Non, je vais arriver à Christophe. Non, c'est pas tout à fait de l'expression. Donc, aujourd'hui, il dit une phrase, il est condamné 5 ans après, aujourd'hui même, il est condamné en appel, demain, il va faire une phrase, il attendra 5 ans. Ouais, donc, ça, c'est libre. Excuse-moi, Christophe. La troisième chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a une ambiance. On m'a dit ce matin qu'il ne faut pas dire islamophobe parce que c'est pas clair. Il y a une ambiance générale qui fait, et moi c'est ma lecture à moi, personne ne l'a fait, c'est que la classe ouvrière d'hier, qui était la plus maltraitée dans ce pays, est aujourd'hui remplacée par la classe de culture musulmane. Et donc la classe ouvrière, c'est celle qui reçoit le plus de coups possible. Et aujourd'hui, il y a une espèce de faire dîner de ville que d'inviter ce monsieur sur tous les plateaux. Et effectivement, aujourd'hui, c'est une liberté d'expression à géométrie variable, parce que si ce type, si ces amours est condamné pour haine et qu'on reproche à monsieur, aux deux autres, à Dieudo et à Soral d'être dans la haine, il faut que tout le monde ait le même traitement médiatique après avoir subi le traitement judiciaire. Or, dans la limite de la loi, tout le monde peut s'exprimer dans la limite de la loi. Parce que Dieudonné n'est pas interdit par la loi, il est interdit par la justice. Et les journalistes ont dit celui-là, c'est pas notre copain. On l'invite pas. Zemmour, c'est notre copain, on l'invite. Donc, on est passé de la loi à l'éthique, de l'éthique à la morale, et de la morale, bon, je suis sur France Maghreb 2, donc je retiendrai la dernière phrase, à ceux qui dînent ensemble, pour ne pas aller plus loin. Ouais. Mais, sur cette question, donc, aujourd'hui, vous avez donc un Éric Zemmour. Anissa, t'avais pas l'air d'accord sur le fait que non, mais moi, attendez, moi, c'est pas, non, c'est pas ça, c'est que, Et puis le terme islamophobe, il est très clair, Tarek. Être raciste, c'est pas exprimer. Je vous expliquer comment il est manipulé, comment il est utilisé, parce qu'il a été créé au début de 1900, et il a été utilisé par M. Valls et par Caroline Farras, comme quoi ça serait une production des Iraniens en 1900. Oui, mais c'est pas parce que Forrest et Valls disent des conneries qu'on est obligé de les reprendre, non? Bah, c'était une connerie qui s'impose à tous. Bah oui, mais puisque c'est devenu la connerie que tout le monde répète à la télé. Islamophobe, voilà, ça veut dire ce que ça veut dire, quoi. Ouais. Elle a été inventée par un fonctionnaire français sous la colonisation en 1900, disons, qui a écrit à Paris pour dire les musulmans de ce pays ressentent comme une attaque islamophobe ce que dit le gouverneur de l'époque. Anissa. Moi, je voudrais quand même qu'on reprécise les choses et qu'on recontextualise un peu les choses. Oui, maître. Être raciste. Oui. C'est pas l'expression, enfin c'est pas la manifestation d'une libre expression. Être raciste, c'est un délit. Exprimer une opinion, enfin même pas une opinion, mais je veux dire exprimer un propos raciste, ça ne relève pas de la liberté d'expression. C'est un délit en France. Donc qui est sanctionné par les tribunaux. Voilà, exactement. Mais qui n'est pas sanctionné par la classe médiatique. Non, mais c'est ça c'est là-dessus qu'il faut axer. Voilà, le propos, entendre Éric Zemmour condamné plusieurs fois en effet par la justice pour son incitation à la haine raciale, ça n'est plus l'entendre encore et le voir encore occuper la place médiatique, ça n'est plus admissible. Et je pense que c'est à ce niveau-là, auprès du CSA, qu'il faut quand même ramener. Paris Première a été mis en demeure d'ailleurs par le CSA par rapport à une phrase concernant les migrants musulmans qu'il aurait prononcé dans une des émissions, puisqu'il a une émission quand même avec Dolo. Oui, avec Dolo. Paris Première. Donc Paris Première a été mis en demeure. Moi, je rejoins totalement Anissa par le CSA. Et ce que Tarek dit justement sur le coup, je pense qu'il faut revenir en arrière. Il faut revenir en arrière sur tout. Ça n'a pas commencé avec les émissions Tout le monde en parle, etc., etc. C'est qu'à un moment donné, la France, à un moment donné, le cheminement télévisuel du talk show partait en vrille. C'est-à-dire qu'il ne vendait plus.
La France a pris exemple sur les États-Unis, en l'occurrence une émission de Howard Stern. Oui, il y a plusieurs. Sur cette espèce de côté où voilà, trash talk, on parle de ce qu'on veut, on dit ce qu'on veut, etc. Sauf que Howard Stern, c'est aux États-Unis, ce qu'on veut, mais pas contre tout le monde. Exactement, ce qu'on veut et c'est bien ça, parce qu'aux États-Unis, eux, ils le disent clairement, c'est qu'il y a des lobbies. Donc celui qui paye, etc. Bah voilà, il a le droit. C'est dit clairement, c'est vrai. C'est dit clairement. Sauf qu'en France, on fait style qu'il n'y a pas de lobby. Ouais. Et là où j'irai encore plus loin, et c'est là où encore plus que je rejoins ce qu'Anis a dit, c'est que c'est pas la question d'inviter un Alain Soral ou un Dieudonné parce que voilà la liberté d'expression. J'ai pas non plus spécialement envie de voir Alain Soral occuper la place médiatique. Non plus, c'est pas ça le problème. Si par exemple t'as un gars qui est fan de pédophilie, et je dis bien ça sous le contrôle de toutes les personnes qui sont dans ce studio. Quelqu'un qui est fan de pédophilie, parce que malheureusement il y en a qui sont fans de pédophilie et qui disent que c'est normal pour eux d'aimer les enfants comme eux les aiment, soi-disant. C'est illégal la pédophilie, tu vois. Mais si on va dans ce côté, la liberté d'expression, ça veut dire que n'importe quel fils voilà. Non, justement parce que je ne me perds pas, parce que justement on est là, c'est que c'est illégal, mais malgré le fait que ce soit illégal, à la télévision le gars parle quand même comme il veut. Non, envers. C'est une réalité. Il y a deux choses. Faut pas l'oublier. Il y a deux choses. Il y a ce qui est interdit par la loi, que ce soit la haine, bien sûr, le racisme, la discrimination et la pédophilie. Voilà. Okay. Les trois sont interdites de la même manière par la loi. Les sanctions ne sont pas les mêmes. Par contre, derrière, le tribunal médiatique. Non, mais dans le tribunal médiatique, la morale ou la pression, je sais pas, fait que celui qui parle de pédophilie n'est pas invité. C'est ça. Que ceux qui parlent de la haine sont repartis en deux groupes. Oui. Les gentils qui parlent de la haine, c'est M. Zemmour, et les méchants qui parlent de la haine, c'est M. Soral et M. Dudou. C'est ça. Est-ce que le téléspectateur ou l'auditeur de France Maghreb de base ne comprend pas? Deux poids, deux mesures. On peut prendre la décision. Tous ceux qui sont condamnés par le tribunal pour la haine ne doivent plus passer à la télé, mais tous. Et je l'ai bien compris. Excusez-moi. Ou on peut être condamné par les tribunaux et continuer à passer, mais tous. Oui. Mais c'est ce décalage de deux poids, deux mesures que nous subissons en tant qu'auditeurs de France Maghreb 2 que nous ne pouvons plus accepter. C'est pour ça que je termine ma phrase que la loi du plus fort, c'est-à-dire la loi du lobby existant, est toujours la meilleure parce que le lobby se débrouille pour que ses représentants soient en place. Et le lobby n'est pas que idéologique. Bien il évidemment. peut être financier. Mais c'est là où il faut attaquer juridiquement. Et c'est pour ça que moi j'utilise cet je vais mettre une image sur ce que vient de dire Tarek, qui est très juste. Tout à l'heure. Hein. Non, c'est un peu ce qu'on reproche au CFCM et aux instances musulmanes de France concernant le début ou la fin du Ramadan, c'est qu'on veut une règle. Oui, voilà, une règle qui s'applique. Voilà. Et quelle qu'elle soit, on la suivra. Ouais, là, il n'y a pas de règle. C'est un bon vouloir de ces messieurs, les censeurs du média, qui décident que Zemmour n'a le droit de s'exprimer. Il est invité, mais alors, absolument partout. C'est hallucinant. Et que des gens comme Dieudonné et Soral, et encore une fois je suis pas là pour les défendre, j'ai pas spécialement envie de les voir comme le disait Anissa, et je partage ton avis, mais à ce moment-là, si on doit effectivement dire que la liberté d'expression s'applique dans la limite de la loi, et après évidemment il appartient à chacun, si se sentant bien sûr atteint ou menacé ou discriminé, de pouvoir attaquer devant les tribunaux, et bien de donner la parole à tout le monde ou à personne. Mais on veut une règle. Non, mais justement, mais je veux bien que tu veux une règle, mais c'est pour ça que moi le triptyque de la République des liberté, égalité, fraternité, je retiens égalité. Nous, ce qu'on souhaite ici, parce que nous sommes naïfs, on voudrait de l'égalité à tous les étages. Je ne dis pas le contraire, et je l'entends parfaitement bien. On voudrait de l'égalité pour tout le monde. Ouais. Non, mais vous n'avez pas remarqué que depuis une dizaine d'années, inégalitaire, au nom de la République, on ne peut pas l'admettre. Oui, mais moi je l'entends bien. Mais à un moment donné, moi ce que je vous pose comme question, et là encore, je me fais encore peut-être l'avocat du... auditrice, 01 40 33 9000. À un moment, on est là en train de se dire, bah voilà, les Alain Soral, etc., on veut de l'égalité, etc. Sauf que... On ne veut pas d'Alain Soral. Non, je veux pas de Soral. Attendez, on ne veut pas d'Alain Soral. On veut l'égalité, on ne peut pas accepter que Zemmour et pas Soral, donc où les deux passent l'un contre l'autre. D'ailleurs, ça ferait rigolo sur le plateau. Non, il serait d'accord. Il serait d'accord. Non, mais il serait d'accord. Mais là où mon propos il est, c'est qu'à un moment donné, la question n'est pas tant de savoir pourquoi on aurait un traitement égalitaire entre ceux et ça. Ouais. Moi, je vous pose la question. Pose-nous la question. Les lobbies, comme on dit. Ouais. Ce sont des organismes privés. Le service public, lui, à un moment donné,
comme l'a dit tout à l'heure, Montolobi. il est équilibré. Mais les services privés, mais les services privés, que ce soit BF ou C ou X ou Y, etc., ils font ce qu'ils veulent. Ils invitent qui ils veulent. Leur ligne éditoriale de dire moi j'accepte un raciste, etc. C'est pour ça qu'il faut les attaquer juridiquement. Sur le côté, à un moment, voilà, la liberté d'expression, c'est pas être dans l'illégalité. Tu as raison. C'est de la complicité. Non, il a raison, Tarek. Il a raison. Ils font ce qu'ils veulent. Oui, ils font ce qu'ils veulent. Mais c'est vrai. Anissa, tout à l'heure, a prononcé le mot CSA. Ouais. Et moi, je sais comment fonctionne le CSA. Je veux dire, et pour cause. Ah, vous arrivez à comprendre, vous. Moi, j'essaie de comprendre et il est clair. C'est-à-dire que, comme la loi sur la liberté d'expression aujourd'hui en France sur la liberté de la presse, dans certains pays, vous avez ce qu'on appelle le contrôle a priori. Ouais. C'est-à-dire, vous écrivez le texte, ils sont validés par monsieur le ministre. S'ils sont validés, ils sont imprimés. S'ils ne sont pas validés, ils ne sont pas imprimés. En France, la liberté de la presse est régie par ce qu'on appelle le posteriori, c'est-à-dire, tu écris ce que tu veux, tu publies ce que tu veux, et après tu assumes. Si on t'attaque, tu payes. Bien sûr. Et le CSA est dans ce cas, puisque même nous, sur les lignes éditoriales et tout ça, nous avons des cahiers de charges, nous avons des contrôles, mais le contrôle vient toujours après coup. Donc, le CSA peut... C'est un peu comme les assurances, quoi. Si vous voulez. Oui, aujourd'hui, on prend les images pour passer. Et aujourd'hui, le CSA a mis plusieurs mises en demeure à plusieurs médias, y compris le fameux Hanouna ou je sais pas quoi, parce qu'il a considéré que ce qui est sorti à l'antenne ne correspond pas au cahier des charges. Donc, mais ça change pas, Tarek. Ça change pas. Non, mais après, ils ont beau mettre toutes les mises en demeure du monde, c'est que les règles ne changent pas. On continue à faire ce qu'on veut et on essaye même d'ailleurs de contourner un petit peu tout ça. C'est passé par la case censure a priori. Voilà. Est-ce qu'on est pour? Bachir est avec nous et il souhaite intervenir. Bachir, faites-vous une place, cher Bachir. Bonsoir. Bonsoir Christophe, bonsoir à tout le monde. D'abord, j'ai entendu beaucoup de choses intéressantes, mais dans le mauvais ordre. Pour Très bien, vous avez raison. Mettez de l'ordre, Bachir. Alors, mettez-nous un A, B, C, D, parce que des fois, nous, on fait Z, A. Voilà. Je vais peut-être commencer par Z, tiens. Ça nous ressemblera plus. Ouais, c'est bien. Je l'ai fait exprès, vous inquiétez pas. On parle de lobby. Oui, c'est vrai, il y a des lobbies en France. Il y a des lobbies, il y a les LGBT, il y a plusieurs lobbies. Par contre, il n'y a aucun lobby de maghrébins de France. Je vais pas dire musulmans de France, parce qu'à chaque fois qu'on dit le mot musulman, il y a des contradictions. Donc je vais dire maghrébins de France. On n'a pas de lobby organisé. On les appelle franco-maghrébins en France, parce que si on dit maghrébins de France, on efface une petite partie de l'identité. Oui, mais faut pas oublier qu'il y en a beaucoup qui viennent du Maghreb et qui sont pas franco pour eux. Vous voyez, ça fait pas encore. Voilà. Donc je dirais plutôt maghrébins les maghrébins de France. Ensuite, on a une chaîne de télévision, Beurre TV, qui est sous-exploitée. Il n'y a rien dessus à part de la voyance qui intéresse personne. Là, pareil, il faudrait faire un travail pour voir avec la chaîne, voir une émission style de... Je vous prie de bien vouloir les appeler directement. Ça sera plus court. Non, mais on a le droit de le dire, pas de problème, c'est la liberté. Qu'ils les appellent dans la liberté d'expression, ça ira plus dans les oreilles. Ouais. Donc, on a plein de choses à faire. Déjà, il faut qu'on s'organise, nous, et après, on fera des revendications. Il ne faut pas attendre ou courir derrière une loi qui est faite pour certaines personnes. Et puis voilà, c'est tout. Condamné Zemmour, c'est pas fait pour. Oui, non, mais elle a été condamnée, mais ça, il revient, Nissa. Non, mais d'accord. C'est bien gentil les condamnations, mais ça sert à quoi? Après, c'est pas non, je trouve que le système judiciaire fonctionne bien. Maintenant, en effet, c'est un autre relais qu'il faut mettre en place. Mais là, pour le coup, Zemmour a été condamné. La justice est passée. Il continue à intervenir, il continue à vendre des livres, il continue à être un numéro 1 des ventes. Il pourrait y avoir une interdiction. Alors, je sais pas, il faudrait vérifier. Il continue à trouver un éditeur pour le publier. Mais je trouve que excusez-moi, Anissa, il n'y a pas d'interdiction. C'est-à-dire que vous trouverez jamais sur BFM ou sur LCI une lettre ou un document qui dit interdit oral. Mais ce sont des interdictions de fait. Et le problème, il est là. Il y a que Ardisson qui l'a dit à Dieudonné en face, je ne vous inviterai plus. Oui, voilà, mais c'est un autre relais, c'est bien ce que je dis. C'est un autre relais qu'il faut prendre. Là, en l'occurrence, la justice est passée. On peut pas dire le contraire. La justice est passée. Mais Bachir, poursuivez. Bachir, allez-y. Quand je vous ai dit faites-vous une place, c'était vraiment vrai. C'est vrai que j'ai eu du mal là. Non, après, pour revenir à Zemmour, le problème c'est toujours le même. Dès qu'on lui a mis Tariq Ramadan en face, il n'y avait plus personne. Donc, à l'inviter lui, il faudrait toujours qu'il y ait quelqu'un qui fasse contrepoids. Ne pas le laisser avec une femme, parce qu'il déteste les femmes. Enfin, il est supérieur aux femmes, et encore moins étrangère d'origine. Alors là, c'est le top. Là. Bon, je rappelle, cher monsieur Bachir. Oui. Que monsieur Éric Zemmour, parce que je l'appelle en langue arabe, moi, pour appuyer là où ça fait mal, lui-même, il est d'origine étrangère,
Bien sûr. Et si par extraordinaire il est devenu français en sa qualité de citoyen juif ou occidental, juif pas occidental parce qu'il est arabe lui, en qualité donc de citoyen juif, il a été grâce à un décret Crémieux de 1881. Et que donc, si on remonte un peu, ben, il est aussi étranger. Non, mais il est né en... Mais il peut être né où il veut. Il peut être né en France. Mais il peut être né où ce qu'il veut, parce que comme on a chambardé... Non, mais on a chambardé la loi sur la nationalité, parce que c'était du sang. Après, on est passé au territoire. Après, moitié-moitié. Aujourd'hui, vous avez des gosses qui naissent en France, et il faut qu'ils attendent 18 ans pour devenir français. Donc, ça veut rien dire, ça. Mais en tout cas, d'origine, de ses parents, puisque quand il parle de nous, c'est de nos parents. De nos origines. Ouais, mais le plus important, c'est ce qu'il dit, pas ce qu'il est, en fait. C'est ça le problème. Le problème, non, mais le problème, et vous avez raison, Bachir. Non, mais vous avez raison, Bachir. Le problème, c'est qu'il n'a jamais trouvé personne sur un plateau en face de lui pour lui rappeler ce qu'il lui-même il est par rapport aux autres. Et il va dire, mon ami Eric, qui n'est pas un prénom français, ben vous appartenez exactement à la même case que moi, peut-être avec 50 ans d'avance, mais sinon, cousin. Merci Bachir pour votre intervention. À bientôt. 01 40 33 9000 si vous souhaitez intervenir. En tout cas, bon bah moi je veux bien, je vous entends. Les décisions de justice c'est bien. Oui. Le CSA c'est bien, mais en attendant rien ne change et ça continue. Et à chaque fois qu'il a un livre à vendre, et on lui sert le tapis rouge partout. On va faire la provoque. Faites la provoque si vous voulez, mais il y a des faits, ils sont là. Christophe. Messieurs les Maghrébins de France, vous avez combien de télé? Messieurs les Maghrébins de France, vous avez combien de journaux? Vous avez combien de revues? Vous avez combien de radios? Bon. Donc vous êtes pour j'allais dire le lobby alors. Vous êtes pour créer un lobby. Vous êtes pour une société de lobbyistes. Non, moi je suis pour faire ce qui se fait en France chez tout le monde. Donc si vous considérez qu'il y a des lobbies en France, il en faut. Si vous dites qu'il n'y a pas de lobby, vous m'expliquez pourquoi il n'y a pas de lobby. Non, j'ai pas dit qu'il n'y en avait pas. J'ai dit, est-ce que vous êtes pour donc ce système de lobby? Non, je suis pour qui fonctionne bien en Amérique. Je suis bien pour le système français et tout ce que le système français comporte. Oui, avec toutes ces contradictions. Voilà. C'est qu'aux États-Unis, c'est pas tant que ça fonctionne bien aux États-Unis le système de lobby, c'est pas tant qu'il est clair. C'est qu'à un moment donné, on a dit celui qui a de l'argent, il peut financer à telle hauteur. Et c'est pas clair. Parce qu'il y a des choses qui arrivent, par exemple, il y a des groupes d'extrême droite, etc., qui sont suivis par, justement, les forces de police américaines, FBI, etc., qui, elles, justement, sont des lobbies, mais n'ont pas le droit, en toute légalité de fonctionner. Mais, aux États-Unis, avoir un lobby est un statut juridique déclaré sur lequel on encaisse de l'argent, on paye les impôts et on va à l'Assemblée nationale à ce titre. Il y a une législation particulière. Exactement. En France, ce que la loi interdit, la loi interdit l'existence des lobbies, sauf qu'on constate. On va prendre l'exemple le plus connu en France, qui n'a rien à voir ni avec Zemmour, ni avec les Arabes, ni avec les Français, ni avec le médicament. Il est interdit d'avoir donc des lobbies pour défendre les médicaments, et quand vous alliez, parce que la loi a un peu changé aujourd'hui à l'Assemblée nationale, vous avez des spécialistes qui écrivent les amendements. Moi j'ai assisté au vote des lois et aux amendements. Il n'y a pas de lobby dans les médicaments, Tarek Mami? Il y a. Si, c'est ce que dit monsieur. Non, mais légalement. Il y a des sociétés qui se font un fric monstre sur la santé des gens. Il faut le dire. Mais ça, en violation de la loi. Mais c'est pas moins ce que dénonçait Nicolas Hulot dernièrement, en disant qu'en effet, il y avait ce qui menaçait la démocratie, c'était juste, c'est ce qu'il disait en gros, quoi. Ce qui menaçait la démocratie, c'était ces réseaux d'influence qui avaient pénétré le pouvoir. Moi, je connais le fonctionnement de l'Assemblée nationale, je suis journaliste parlementaire. Et il m'est arrivé de me retrouver dans des déjeuners avec des gens qui êtes-vous aussi une barbouze de la République alors? Ah ben... Hein, Tarek Mami, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous allez à la salle de sport vous aussi? Non, parce que ma jambe ne me permet pas, mais moi j'y vais après minuit. Ah bon? Ah oui. Oula, ça devient chaud là votre histoire. Qu'est-ce qu'on fait après minuit? Ah ben ça vous poserez la question à l'Assemblée nationale puisque je pointe quand j'y vais. Mais vous avez donc les députés, des jeunes avec des personnalités. Bien sûr. Et autour de la table de déjeuner, il dit aujourd'hui vous allez parler salle de sport. Tiens, comme ça va, puisqu'on est dans le sport. Il faudrait que vous me passiez un petit amendement que les sociétés qui font moins de 250 000 euros de recettes par an sont exonérées d'impôts parce qu'ils sont pas mal. Et puis vous avez dans l'après-midi
le député qui prend la main, qui a écrit la question et qui pose la question. C'est comme ça que ça fonctionne. Il faut que tout le monde le sache. Alors qu'on avait jusque-là pensé que les députés, en réfléchissant dans leur vie pratique, écrivent, ils n'écrivent rien du tout. Et d'ailleurs, on nous a appris, même moi j'ai appris à écrire les amendements, vous mettez là ce que vous demandez et vous appelez explication ou exposition. Et vous dites parce que. Bon, ça fonctionne comme ça. Ceux qui ont le plus de moyens peuvent obtenir plus de choses. Parce qu'ils n'auront pas qu'un député qui posera la question, mais vous en aurez 70 sur 540. Dans un instant, le Barbouze, justement, Alexandre Benalla s'est exprimé, a été auditionné au Sénat ce mercredi. Alors, on y revient dans un instant. Barbouze, ça vous engage? Oui, ça m'engage et je l'assume totalement. Tu as des problèmes, toi? Non, j'ai aucun problème. Il n'y a pas de problème. On a une liberté d'expression qui s'opère réellement dans la limite de la loi. C'est quoi Maître, je ne risque rien, maître. Si. M'en fous, de toute façon, j'ai 2 avocats dans mon équipe, donc tout va bien. C'est quoi la définition de Barbouze? À tout de suite. C'est quoi la définition? France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous pour les 5 dernières minutes. Tarek Pamier, Anissa Regui et Enver De Santos. La grosse actualité de la semaine aussi, c'était donc l'audition attendue. Mais bon, j'ai envie de dire tout ça pour ça. De Alexandre Benalla, c'était au Sénat. C'était mercredi à 9h. Et d'ailleurs, il s'est même permis d'arriver en retard. Magique, hein. Donc il a été auditionné pendant 2h30. Au lieu d'une heure et demie. Au lieu d'une heure et demie, donc ça a duré un petit peu. Que retenir de cette audition, Tarek Pamier? Il n'y a pas grand chose qu'on a appris, si ce n'est que Alexandre Benalla maintient que son port d'armes c'était à titre personnel et pour assurer sa sécurité personnelle, et qu'il a été contredit quelques heures après en disant que non, c'était dans le cadre de son travail qu'il avait bénéficié de ce port d'armes. Quand son travail, il a dit pour sa propre protection. C'est pas la même chose. Oui, oui, mais c'est pas la même chose. Moi, je veux résumer. Attendez, le mieux c'est encore d'écouter alors. Non, mais vous pouvez écouter, mais après vous interprétez comme vous voulez, j'interprète comme je veux. Il n'y a pas d'interprétation, les mots sont clairs. Après, chacun de comprendre. Donc, voici ce qui a été démenti et Benalla juste derrière. Écoutez. Voilà, allez-y. Pour être très clair, ce n'est pas pour sa sécurité personnelle que le port d'armes lui a été octroyé. C'est dans le cadre de ses missions, de sa fonction, donc de la mission qu'on a considérée comme étant une mission de police, de coordination. Vous confirmez donc que jamais vous n'avez porté votre arme lors des déplacements publics du président de la République, puisque vous n'exerciez aucune mission directe de sécurité. Alors, le port d'armes, je vous le répète, n'était pas lié à la sécurité du président de la République, mais à ma sécurité personnelle. C'est un gros mal. Qui ment, j'ai envie de dire. Voilà, donc il y a forcément un des deux qui ment dans cette histoire. Et donc voilà. Et les sénateurs d'ailleurs ont été un peu. Alors ils ont auditionné quelques sénateurs à l'issue de cette audition. Je propose juste d'écouter un sénateur de droite là, le conseiller de Sarkozy, l'ancien. Écoutez, qui lui-même a quelques casseroles. Oui, on l'écoute. Allez-y. Et il nous a pris pour des bonnets, mais on est un certain nombre à le savoir que nous ne sommes pas des bonnets. Voilà, on n'est pas des bonnets aussi là. Okay. Mais lui-même il a été bonnet celui-là. Si vous prenez, on va utiliser les mauvaises images. Quand vous prenez un bandit qui parle d'un bandit, vous croyez le premier bandit ou le deuxième bandit? Ah ben je sais pas. Et les 40 voleurs. Quoi. Voilà. Alors juste pour moi j'ai regardé la totalité des auditions pratiquement. Et une partie à l'Assemblée, une partie au Sénat, parce que je considère que quand on fait notre métier, il faut savoir de quoi on parle. On va pas faire celui qui parle d'islam et de Coran sans jamais l'avoir ni lu ni assimilé pour pouvoir le répéter. Mais moi je trouve que M. Benalla, même si ça choque, a été très bon. Parce que un type qui a 27 ans, qui vient donner à des sénateurs dont beaucoup ont travaillé à l'Élysée, au ministère, de leçons sur le mode de fonctionnement de la République et de l'administration. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Les gens qui ont travaillé à l'Élysée, qui étaient présents, il y en a qui ont été à la préfecture, ils auraient pu le retoquer parce qu'ils connaissent de la pratique des administrations. Ils l'ont pas fait. Alors pourquoi ils l'ont pas fait? C'est soit parce qu'ils voulaient pas aller plus loin, soit parce qu'ils ne connaissaient pas l'administration dans laquelle ils travaillent. Deuxième chose, en fait, la commission des Sénats s'est auto-piégée à partir du moment où elle ne pouvait pas poser les vraies questions. Oui, parce qu'il y a une enquête en cours. Voilà, donc elle n'aurait pas dû, pour moi, faire cette commission, parce que la question, qu'est-ce qui vous a... La seule question, c'est vous avez été au 1er mai à la contrescarpe, qu'est-ce qui vous a autorisé à porter un badge police? Qu'est-ce qui vous a permis à mettre un casque police? Et qu'est-ce qui vous a autorisé à vous jeter pour arrêter les gens? C'est pas votre métier. À partir du moment où on peut pas poser les questions principales, on tourne autour du pot. Et autour du pot, sur le port d'armes, je ne dis pas, moi, que Benalla, il a tort ou il a raison. Il dit, la lettre qui a été envoyée à la préfecture ne mentionne pas ma fonction ou mon travail de policier. La réponse
du préfet dit on lui donne en tant que policier. Eh ben, alors chacun dit celui-là il a menti ou l'autre a menti. Ce qui est intéressant, moi il y a une phrase qui n'a été retenue par personne, c'est la sénatrice Madame Esther Benbassa qui lui sort un article dans l'Observateur, je ne sais pas à quelle date, elle lui dit vous paradez avec une arme alors qu'à cette date-là vous n'aviez pas le droit de porter une arme. C'était pendant la campagne électorale. Et cet élément qui est un élément factuel et de droit, ni la presse ne rebondit dessus, ni les autres sénateurs disent on va l'accrocher sur ce point-là, parce qu'il portait illégalement pendant la campagne électorale, alors qu'il n'avait pas encore reçu l'autorisation de la préfecture, une arme. Et là, c'est porter une arme en France, c'est 5 ans ou 7 ans de prison. Donc, le travail n'est pas bien fait. Aujourd'hui, c'est un cirque. C'est un cinéma, et le fait divers Benalla, d'accord. Il me sort d'un juin, juillet, août, septembre, et ça va nous amener jusqu'à fin novembre. J'allais dire, le chômage, c'est d'autres choses, hein, excusez-moi, le chômage qui est monté, ou le chômage qui descend, est quand même plus important pour accaparer 6 heures, 7 heures sur une télévision, sur un plateau de télévision continu. Et j'en aurais terminé avec, à la fois, monsieur Benalla et cette émission d'aujourd'hui. Sauf que, il y a quand même, il y avait visiblement ce projet d'une création d'une police parallèle au sein même de l'Élysée. Ah, maintenant, on va se mettre à condamner les intentions. Bah non, mais les intentions sont claires, Tarek, je suis désolé. Donc on le condamne sur l'intention de faire. Voilà. Mais oui, mais attendez, c'est pas à l'initiative personnelle de Alexandre Benalla, puisque Benalla a des ordres. D'accord? Donc, tout en revient à qui? Il en revient à Macron. Christophe, il est 18h03. La Constitution autorise. Non, mais c'est pas parce que vous allez me dire qu'il est 18h03 que vous aurez raison. Non, mais moi, je cherche à expliquer concrètement les choses. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous aussi. Non, mais excusez-moi, Christophe. Moi, je vous parle avec des articles de la Constitution. Qui est le responsable? Non, mais je veux bien les entendre, les articles, mais il y a des responsables. Il y a une chaîne de responsabilité, Tarek, Mami. Il faut que vous l'entendiez. La Constitution française autorise à contrôler le gouvernement. Oui. Pas le président de la République. D'accord, donc il a le droit de tout faire, c'est clair. C'est la Constitution, je l'ai pas écrite. Oui. C'est De Gaulle qui l'a écrite. Donc pourquoi alors on explique pourquoi on fout tout ce bazar depuis 2 mois alors? Pour faire un cirque. D'accord. Donc le président a raison. Non, politiquement ça a quand même des incidences. Non, mais je veux dire, faut dire ce qui est. Non, mais politiquement ça aura quand même des incidences. Si on arrive en effet à mettre sur la place publique justement ce qui se passe en catimini. En France, nous n'avons pas la procédure de destitution. Non, mais d'accord, mais je veux dire que à terme il y a quand même des élections présidentielles qui vont arriver. Je veux bien croire ce que disait Mitterrand, à savoir que les Français n'avaient pas de mémoire. Mais je pense que ça pourra être utilement, judicieusement remis sur la place publique en temps utile. Ouais. Donc je pense que politiquement, ça peut avoir aussi son incidence. Et c'est toujours intéressant d'avoir un débat même démocratique qui ne vise pas forcément à destituer, enfin qui n'aura pas pour conséquence de destituer le président, mais en tout état de cause d'interroger aussi les Et pourquoi le mot a été pratiques utilisé alors? Le mot destitution, ça veut dire que les gens ne connaissent pas la loi, Tarek? Non, mais c'est de la provocation. Le mot destitution revient, hein. Non, mais c'est de la provocation. La motion de censure ne concerne pas le président de la République. Non, oui. Le gouvernement. Donc c'est de la provocation de la part de Castaner pour répondre à ce que son parti considère comme de la provocation venant du Sénat. Bon. Merci à tous les trois. Un bon week-end à vous, Anissa, Enver, Tarek Mami. Bon week-end lundi. De la semaine prochaine. Invité de l'entretien du LGF ce lundi, Hakim El Karoui, l'essayiste que je suis parti rencontrer dans ses magnifiques bureaux. Et vous écouterez donc cet échange très instructif. Et ne vous attendez pas à un échange musclé entre Hakim El Karoui et moi. Non, j'ai cherché à comprendre qui était réellement Hakim El Karoui, parce qu'on parle beaucoup de lui, mais peu de personnes le connaissent réellement. Et il a pour moi un CV extrêmement intéressant, qu'on soit d'accord ou pas avec lui. Et il était important en tout cas de le signaler et de découvrir ce personnage. Évidemment que des questions intéressantes lui ont été posées. Je vous invite à écouter lundi 17h. Bon week-end à tous, bonne soirée, 18h04 sur France Maghreb 2. L'heure du rappel de l'actualité de ce vendredi soir. Nous sommes le 21 septembre et vous êtes bien sur France Maghreb 2 et c'est bientôt l'automne, c'est pour dimanche d'ailleurs, je vous le glisse au passage. Le rappel de l'actualité donc avec Marine Garel. Bonsoir chère Marine. Bonsoir à tous. Les obsèques cet après-midi à Paris de Jean Piat, monstre sacré du théâtre français. Une cérémonie a été célébrée en l'hommage du comédien en l'église Saint-François-Xavier. Cérémonie qui était ouverte au public. 1500 morts pendant l'été, conséquence de la canicule 2018. C'est bien inférieur à celle de 2003, annonce aujourd'hui Agnès Buzyn, la ministre de la Santé. 1500 morts, c'est 10 fois moins que lors de la canicule de 2003. Cet excès de mortalité a principalement touché les personnes âgées. Des vigiles postés devant les boucheries du département du Nord. Décision du syndicat des bouchers charcutiers traiteurs. Des militants véganes de la cause animale organisent des actions demain. Le syndicat redoute des débordements. 6 personnes ont été interpellées ce mois-ci dans le cadre d'une enquête sur les actes de vandalisme contre 9 commerces dans la région lilloise.
Parcoursup se termine ce soir à minuit. La plateforme pour orienter les bacheliers qui a succédé au système admission post-bac. Des centaines de jeunes se retrouvent sans affectation. Ils sont 2500 selon le ministère de l'Enseignement supérieur. Ils étaient 3700 l'an dernier à la même date avec l'ancienne plateforme ABP. Ce terrible naufrage en Tanzanie, le bilan est très lourd avec une centaine de morts pour l'instant. Des passagers d'un ferry qui a sombré sur le lac Victoria, selon les autorités. Le bateau qui était à quelques mètres du quai transportait plus de 300 personnes. Une quarantaine seulement ont pu être secourus. Les concerts du rappeur Medine qui devaient avoir lieu au Bataclan seront reportés dans une autre salle parisienne, a annoncé la salle de concert. Près de 40 ans après l'identification de la maladie, il n'existe toujours aucun médicament capable de la guérir. Certains traitements permettent toutefois de ralentir sa progression. La maladie d'Alzheimer. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale consacrée à cette maladie neurodégénérative. On estime à 1 million environ le nombre de personnes actuellement touchées par la maladie d'Alzheimer en France. Mais plus de la moitié des malades ne seraient toujours pas diagnostiqués. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.